Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Rideau sur la deuxième conférence sociale sur la retraite au Sénégal. De fortes recommandations ont été formulées pour permettre aux retraités sénégalais de vivre décemment. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre. En finir pour de bon avec le paludisme, l'espoir est permis au vu des résultats enregistrés par le Sénégal. Ils ont été rappelés ainsi que les nouvelles stratégies de combat à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce 25 avril un peu partout dans le pays. Et c'est Kaolack qui a abrité la cérémonie officielle. 96 000 électeurs sont appelés aux urnes ce 26 avril pour les élections de représentativité syndicale. L'une des particularités de ce scrutin est que seuls les enseignants sont concernés. On vous en dira davantage par rapport au fonctionnement de ce scrutin dans cette édition. Elles sont nombreuses les croyances qui entourent le nouveau-né au Sénégal. La plupart des rituels pratiqués visent à préserver le bébé, parfois même avant sa venue au monde. Quelques-uns à découvrir dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Et puis nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de M. Malik Mbaye, directeur de la réglementation et de la coopération à la douane. Il vient nous parler de la conférence des directeurs généraux des douanes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Bonsoir monsieur et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Merci. Voilà, pour ouvrir cette édition, on va s'intéresser d'abord aux activités du chef de l'État. Le président Macky Sall s'est rendu à Yoff à 48 heures du 137e appel de Seydina Limamoulaye. Une visite de courtoisie au Khalife pour également témoigner à la communauté layène son soutien et sa considération. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Justement, dans le cadre de cette édition 2017 de l'appel de Seydina Limamoulaye, à 48 heures de l'événement religieux, la communauté layène reçoit le soutien de la délégation générale de la protection à la protection sociale et à la solidarité nationale. Antassar Diako a remis une importante quantité de riz au Khalife Serigne Abdoulaye Thiaoulaye. Compte rendu Jeanne Dior. Comme lors des grands événements religieux, l'État du Sénégal appuie les foyers en denrées alimentaires. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale sacrifie à la tradition. Son Excellence le Président de la République. L'appui du Président de la République est un acte qu'il pose avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Cela démontre sa volonté de soutenir les familles religieuses dans leur démarche de foi. Résolution de Yoff est une ville religieuse. Au niveau de la commune de Yoff, nous avons pris la résolution de faire de Yoff une cité religieuse. C'est une volonté, mieux nous en avons fait un combat. La particularité, nous le savons tous, c'est sur cette terre que repose Seydina Limamoulaye. Parce que la femme le particulier Ce don en nature remis au Khalife en présence de l'édile de la commune de Yoff pour les besoins de la 137e appel de Seydina Limamoulaye est apprécié à sa juste valeur. Cet appui en denrées alimentaires va permettre aux organisateurs de prendre en charge les repas des pèlerins qui débarquent en terre layène. Pour Si Dieu peut récompenser une telle générosité, nous prions pour que le Khalife ait une santé de fer et une très longue vie. Cet événement regroupe des milliers de fidèles venant de partout. Aider la communauté laïenne à commémorer l'anniversaire de l'appel du Saint-Homme, c'est participer de plus belle manière au fort moment de prière. C'est aussi communier avec des frères et sœurs musulmans qui vont envahir sous peu la terre de Cambérène, de Yoff et celle de Ngor. Je le disais en titre, fin il y a quelques heures de la conférence sociale à Dakar. Les partenaires sociaux se sont penchés pendant 2 jours sur la problématique des retraités au Sénégal. Plusieurs solutions ont été trouvées à l'issue de la rencontre. Nous écoutons à ce propos le ministre du Travail représentant le Premier ministre à la cérémonie de clôture de la rencontre.
Premièrement, la viabilité de nos régimes de retraite et l'amélioration des pensions servies à nos vaillants retraités. Deuxièmement, l'extension de la couverture retraite aux travailleurs du secteur informel, jusque-là exclus du système. Troisièmement, la mise en place de la pension minimale. Quatrièmement, la mise en place d'un système de retraite volontaire par capitalisation. Cinquièmement, la mise en place de fonds et de plans privés de pension. Cette deuxième conférence sociale sur la retraite s'achève donc aujourd'hui avec ces conclusions pertinentes. Mais le mouvement des réformes que le président Macky Sall a entrepris va, lui, se poursuivre. La situation actuelle de nos régimes de retraite nous commande même de l'accélérer. Et c'est ce qu'attendent les salariés, les retraités, le patronat et tous les Sénégalais. Je souhaite donc que vous puissiez engager rapidement les discussions tripartites pour définir le calendrier et la méthode de mise en œuvre de ces réformes et recommandations de la conférence sociale. La deuxième conférence sociale met au cœur des débats la question cruciale de la retraite à laquelle chaque travailleur aspire un jour, sauf que cette étape incontournable en angoisse plus d'un. En effet, la chute vertigineuse des revenus installe assez vite dans la précarité. Les pensions sont ce qu'elles sont et beaucoup de retraités doivent courir derrière. Pourquoi ne sont-elles pas automatiques comme l'été et le salaire? L'État explore les moyens pour une amélioration pour plus d'équité et d'apaisement social. Pension de dignité pour le reste d'une vie de labeur. C'est une chronique signée Oumar Diaw. L'allongement progressif de l'espérance de vie fait que l'on arrive à pouvoir rester en activité beaucoup plus longtemps. En un demi-siècle, cette variable a gagné plus d'une dizaine d'années en moyenne, les femmes s'adjugeant d'ailleurs un meilleur bonus pour diverses raisons liées à la génétique et au mode de vie. D'un pays à l'autre, les structures démographiques et les politiques d'emploi ne sont pas identiques. Dans la plupart des pays développés, l'âge de la retraite tourne autour de 65 ans. Les travailleurs ont la possibilité d'aller le plus loin dans leur carrière. Certains préfèrent cependant s'aménager un temps de farniente et de dilettante autour de la soixantaine, vivant de leurs économies confortables et d'une pension suffisante sans personne à nourrir. Tout le contraire sous nos cieux où économiser s'assimile à rajouter des trous à la ceinture jusqu'à la boucle. Quant aux pensions, en dépit des efforts de revalorisation, elles sont ce qu'elles sont, anorexiques et pas automatiques. Des fonctionnaires valeureux l'ont appris à leurs dépens, après des décennies à donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand est arrivée la radiation, terme haïssable à radier du jargon, on leur demande de constituer un dossier de pension avec des pièces improbables à retrouver, du genre premier ordre de service lorsqu'ils avaient 25 ans. Une administration de performance doit être en mesure de tracer précisément la carrière de chaque agent et l'exonérer de démarches futiles et fatigantes à l'entrée du troisième âge. La retraite effraie plus d'un et dès lors on voudrait continuer à aller au bureau, quitte à marcher avec une canne, sauf que l'âge est l'ennemi du rendement, surtout aux postes dits pénibles. Or, par définition, le but du système est de faire des profits, loin des idéaux philanthropiques. L'idée d'une retraite minimale est dictée par un souci d'équité et de justice sociale. Sa concrétisation aiderait à limiter les écarts sociaux et à freiner l'appauvrissement difficile à vivre de celles et de ceux-là qui ont donné les plus belles années de leur vie au travail pour leur pays. Une chronique signée Oumar Diaw. Je le disais en titre, élection de représentativité syndicale, c'est ce mercredi 26 avril. Les 96 000 électeurs sont appelés aux urnes. Seul le secteur de l'enseignement est concerné avec 3 collèges. Au total, 590 bureaux seront ouverts sur l'ensemble du territoire national. Les précisions de Ibrahim Ndong. Une rencontre synonyme de succès. Octobre 2015, le président Sall organise un déjeuner avec les différents syndicats des enseignants. De cette activité est née l'idée de limiter la pléthore de syndicats, ce qui passe nécessairement par la réorganisation du secteur et la tenue des élections sectorielles. Depuis donc octobre 2015 que l'idée maintenant a germé et ensuite a commencé à prendre forme jusqu'à ce que maintenant tout le cheminement soit suivi depuis donc l'adoption consensuelle donc du cadre juridique
jusqu'à la mise en œuvre progressive donc, du processus, avec donc la mise en place d'une commission électorale nationale, l'adoption d'un fichier consensuel et aussi donc la définition même de cartes électorales au niveau de chaque département. Plus de 96 000 participants sont appelés aux urnes ce mercredi 26 avril. Le seuil de représentativité est de 10% des suffrages valablement exprimés. C'est un chiffre régulier, normal, quand on le compare aux autres pays dans notre espace. Le Burkina est à 10%, mais vous avez le Bénin, le Togo qui sont à 25%, 30%, mais le Sénégal a voulu ratisser plus large. Un défi à relever selon les autorités, celui de la transparence dans les élections. Ces élections, pour les organiser, nous l'avons préparé de manière inclusive. Donc avec tous les syndicats d'enseignants qui ont été convoqués, 40 syndicats d'enseignants ont participé aux rencontres préliminaires pour amender l'avant-projet d'arrêté organisant les élections. Et quand ils ont fini d'amender, cet avant-projet amendé a été soumis au Conseil consultatif du travail et de la sécurité sociale. Toutes les centrales syndicales qui étaient présentes, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, le gouvernement. Et là aussi, on a validé le projet d'arrêté. 590 bureaux de vote seront ouverts sur l'ensemble du territoire national. Le démarrage du vote est prévu à 8 heures. Ce matin, s'est ouverte à Dakar la conférence régionale des ambassadeurs de France, une rencontre au cours de laquelle plusieurs questions seront examinées relatives à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest, le terrorisme, l'aide au développement ou encore la situation des étudiants sénégalais en France. Le ministre des Affaires étrangères qui a pris part à l'ouverture des travaux a magnifié la tenue de cette rencontre. Compte rendu, René Massiga-Diouf. Retrouvailles très amicales entre le ministre des Affaires étrangères et les autorités diplomatiques françaises. Discussion en aparté et grand moment d'échange. La conférence sous-régionale des ambassadeurs de France a été quasi unique en son genre dans un contexte politique français marqué par les élections présidentielles. Malgré tout, les travaux concernent les pays de la région. Cette région est très différente du reste de l'Afrique. Elle a aussi une croissance économique tout à fait impressionnante. Elle se distingue également par cet élément du reste de l'Afrique. Et puis, il y a une organisation régionale très forte, la CEDEAO, et puis sur le plan monétaire, l'UMOA. Et donc, cela invite effectivement à mieux travailler ensemble, nous, ambassadeurs de France, dans la région. La rencontre de 2 jours doit examiner plusieurs questions qui se posent comme défi pour la sous-région. La sécurité de l'Afrique de l'Ouest, la menace terroriste, l'opération Barkhane demeurent quelques sujets phares sur lesquels il est attendu des réflexions profondes. L'économie et la coopération sous-régionale restent aussi des points à examiner au cours de cette conférence. La situation au Mali, nous la vivons au quotidien. La situation au Nigeria, la situation dans toute la bande sahélo-saharienne qui pose de véritables problèmes de sécurité et qui font que la France et l'Afrique de l'Ouest, la France et le Sénégal développent une coopération très forte dans la lutte contre l'extrémisme violent et contre le terrorisme. Pendant 2 jours, ces diplomates français réfléchiront sur plusieurs thématiques. L'aide au développement et les étudiants sénégalais en France feront l'objet d'une attention particulière de leur part. L'Office national de lutte contre la corruption, OFNAC, reçoit des experts évaluateurs. Ils vont examiner la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption par le Sénégal. Cet examen permet aux États parties de renforcer leurs moyens de lutte contre la corruption. Les précisions de Rouya Touba. Le Sénégal se soumet à une évaluation. Son dispositif législatif et réglementaire doit être conforme aux prescriptions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. L'examen est effectué au cours de la visite pays. Et cette visite pays entre dans le cadre de l'évaluation de l'application des mécanismes des Nations Unies de lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, après la première visite d'avril 2016, ils sont là pour voir quelles sont les avancées significatives qu'on a notées dans notre pays et quelles sont les étapes futures dans le processus de lutte contre la corruption. Engagé dans la lutte contre la corruption à travers l'OFNAC, le Sénégal a demandé et obtenu une évaluation dès la première année du second cycle du mécanisme d'examen. Second cycle au cours duquel nous allons devoir passer à l'exercice consistant à faire notre évaluation en ce qui concerne l'application par le Sénégal des chapitres 2 relatifs aux mesures préventives et le chapitre 5 relatif au recouvrement des avoirs.
L'application de 2 chapitres sur les 8 de la Convention est évaluée par les experts du Mali et des Kiribati, un État insulaire du Pacifique. Les experts qui ont eu nationaux des pays examinateurs du Sénégal viennent défendre devant les experts nationaux sénégalais les remarques, observations ou autres questions qu'ils souhaiteraient poser par rapport à l'application par notre pays de la CNUCC. La Convention des Nations Unies contre la corruption est le premier instrument mondial de lutte contre la corruption. Elle pose de manière contraignante le principe de la restitution des avoirs acquis illicitement. À présent, je vous fais lecture de cette note d'information du ministère de la Justice. Le mardi 25 avril 2017 à 12h s'est tenue la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Cette réunion a été présidée par le président de la République, Macky Sall, président du dit Conseil. À l'issue de la réunion, des mesures phares ont été prises sur une base consensuelle par les membres de droit et les membres élus du CSM dans une bonne ambiance marquée par la sérénité, la responsabilité et en toute transparence. Les mesures phares de ce conseil sont d'abord la nomination du procureur général près la cour d'appel de Saint-Louis. Ensuite, l'accession de 61 magistrats à la hors hiérarchie en application des nouvelles dispositions du statut des magistrats. Il faut souligner à ce titre le caractère historique de cette mesure. Enfin, les nominations de magistrats pour les nouvelles juridictions créées en vue de faciliter l'accès de la justice aux populations. Il s'agit des tribunaux de grande instance de Kédougou et de Sédhiou d'une part et des tribunaux d'instance de Saraya, Salémata et Koungheul d'autre part. Avait trouvé donc ce communiqué voilà, merci d'avoir suivi ce communiqué signé le ministère de la Justice. Nous avons le plaisir d'accueillir notre invité. Je donne aussi un titre. Il s'agit de M. Malik Mbaye, directeur de la réglementation et de la coopération douanière. Bonsoir monsieur et merci d'être avec nous. Bonsoir madame, merci de l'invitation. Voilà, donc vous êtes là, c'est pour aborder la rencontre des directeurs généraux des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors monsieur Mbaye, quels sont les objectifs de cette rencontre qui se tient à Dakar? Merci madame. Donc, comme vous l'avez rappelé tantôt, le Sénégal accueille à partir de demain, donc du 26 au 28 et pendant 3 jours, la 22e conférence des directeurs généraux des douanes de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit au total de 23 administrations des douanes, y compris les communautés économiques régionales, notamment l'UEMOA, la CEDEAO et la CEMAC, et l'Organisation mondiale des douanes, qui vont se réunir à Dakar pour discuter des questions d'intérêt commun, mais également partager des expériences. Voilà, alors M. Mbaye, quelles sont les thématiques qui vont être abordées au cours de cette rencontre de Dakar? Alors les thématiques, il y en a plusieurs, mais tournent pour l'essentiel autour de la question de la modernisation des administrations douanières. Également les questions liées au renforcement des capacités et de la gestion des ressources humaines au niveau des douanes. Comme vous le savez, pour l'année 2017, l'administration des douanes a retenu comme thématique principale l'exploitation des données pour une meilleure gestion des frontières. Nous aborderons donc pendant cette conférence la question liée à l'informatisation des procédures douanières, puisque comme vous le savez, de plus en plus, les questions liées à la simplification des procédures restent aujourd'hui un enjeu fondamental pour la compétitivité des entreprises. Et de ce point de vue, l'administration des douanes du Sénégal a fait un bond extrêmement important, notamment par l'informatisation des procédures, par la dématérialisation des procédures. Nous discutons également des questions liées aux échanges de renseignements. C'est important puisque les défis aujourd'hui auxquels nos administrations doivent faire face ne peuvent être surmontés que par rapport, en tout cas, à une bonne coordination en termes d'échange de renseignements et d'informations. Nous discutons également de l'agenda de l'Union africaine, parce que comme vous le savez, beaucoup de thématiques, en tout cas aujourd'hui, se posent avec acuité, notamment la question liée à la mise en place de la zone de libre-échange continentale au niveau de l'Union africaine, mais également les questions liées au Parlement de l'Union africaine. Donc toutes ces questions seront discutées et nous ferons également le focus sur l'état de mise en œuvre des recommandations de la
21e conférence qui s'est tenue il y a un an à Abidjan. Alors maintenant, par rapport à la rencontre de Dakar, pourquoi le choix de la capitale sénégalaise et quelles sont les attentes pour le Sénégal? Alors pour le choix de Dakar, je dois également signaler à ce niveau que le Sénégal accueille la conférence pour la deuxième fois. La première fois c'était en 2008, donc c'est un honneur qui est fait en tout cas au Sénégal. Et de ce point de vue également, il faut dire aujourd'hui que en matière douanière quand même, l'administration douanière du Sénégal demeure aujourd'hui une référence au niveau régional et même au niveau international. C'est connu de tous. Donc de ce point de vue, accueillir la conférence des DG entre dans le cadre normal, en tout cas des choses, au niveau de l'OMD. Alors, pour les attentes aujourd'hui, je crois qu'il est important, à ce niveau toujours, de discuter, d'échanger des expériences, des pratiques, et tirer vers les meilleurs standards au plan international. Je crois que c'est l'un des objectifs majeurs de la réunion, d'évaluer, de faire des recommandations utiles à nos administrations en termes justement de modernisation, en termes de renforcement des capacités. Je crois que c'est l'objectif principal de la réunion. Et un comité de suivi également des experts est mis en place pour évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations. Et c'est un comité qui se réunit 2 fois par an pour évaluer, réorienter l'action des administrations par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations. Voilà, M. Mbaye, je rappelle que les travaux s'ouvrent demain, n'est-ce pas? Demain, donc pour 3 jours, du 26 au 28 au King Fahd Palace. Donc la cérémonie d'ouverture est prévue pour demain à 9h. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, M. Chambaye. Mais restez avec nous pour poursuivre l'actualité sur la RT100. 4e édition de la journée porte ouverte de la direction du traitement automatique de l'information, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale. Les filles de 4 écoles de Dakar ont été invitées à découvrir la direction du traitement automatique de l'information. Philomène Constance Diagne. Penser et agir TIC pour un épanouissement personnel et professionnel. Une thématique qui trouve tout son sens à cette journée portes ouvertes dédiée aux filles et jeunes femmes des écoles sénégalaises. La direction du traitement automatique de l'information veut ainsi promouvoir les métiers liés au TIC et inciter les filles à faire carrière dans ce secteur. On effectue des séances d'évaluation, notamment avec les filles. On les prend déjà en formation pendant les vacances. Quand on les invite au niveau des journées portes ouvertes, on leur parle, par exemple, on leur donne les arguments. Pendant les vacances, on les prend au niveau de la DTAI pour les former pendant 1 mois chaque école, notamment pour leur donner les b.a.-ba des TIC, les encourager à le faire. Et chaque année également, on évalue les écoles antérieurement invitées. Et pour les motiver, avec l'appui du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et de nos partenaires, nous arrivons à donner un PC par école invitée durant l'édition en cours. Cela est d'autant plus important que le Sénégal, dans le cadre du plan Sénégal émergent, a initié aujourd'hui le plan Sénégal numérique à l'horizon 2025 et voudrait faire en tout cas des TIC un levier de développement économique et social. Aujourd'hui, je crois que la directrice de la DTAI est l'illustration parfaite que les filles peuvent valablement faire leur parcours et réussir dans le métier de TIC. Des avancées sont notées dans l'accès et le maintien des jeunes filles dans les TIC. Plus de 31% des femmes occupent des postes dans le domaine au Sénégal. Néanmoins, des efforts restent à fournir. C'est en tout cas le faible taux des jeunes filles qui choisissent des carrières en lien avec les TIC, notamment tout ce qui est en rapport avec les filières scientifiques et technologiques, les STEM. Dans ce cadre-là, on peut se référer aux statistiques du ministère de l'Éducation qui dit que les filles représentent juste 39,4% de la part des filles qui optent pour les filières scientifiques. L'autre problématique, c'est l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes dans le domaine des TIC. Jusqu'à présent, les jeunes femmes qui travaillent dans le domaine des TIC perçoivent une inégalité salariale et de traitement au niveau des entreprises. Il y a également un problème dans le processus de recrutement qui n'est pas forcément favorable à la gente féminine. Les jeunes filles sont encouragées à choisir les séries scientifiques afin d'envisager des études supérieures dans le secteur des TIC. Ainsi, elles pourront aspirer à servir d'exemple dans le futur à l'image de leurs parrains, des références dont elles devraient s'inspirer.
La commune de Kermassar aura bientôt 20 km de voirie dans le cadre du Promoville. Le coût de cet investissement est estimé à 10 milliards de francs CFA. Lors d'une cérémonie tenue à Kermassar, les autorités ont recueilli les avis des populations avant le démarrage des travaux. Hamidi Diop. Avec une population de plus de 300 000 habitants, Kermassar est l'une des communes les plus peuplées du pays. Problèmes de transport, embouteillage font partie des difficultés quotidiennes. Nous avons vu que Kermassar a une démographie qui est très galopante. Vous voyez à l'entrée de Kermassar, de jour comme de nuit, il y a des circulations, il y a de l'embouteillage. Donc pour désengorger cet embouteillage, il nous faudra des routes. La solution à ces goulots d'étranglement est trouvée par le projet Promoville qui compte réaliser ici 20 km de route sur les axes qui drainent du trafic. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville. Donc, suite à des audiences publiques que nous avons tenues dans la commune de Kermassar pour identifier les besoins. Une fois ces besoins arrêtés, nous avons tenu à venir au niveau de la commune de Kermassar pour échanger avec les populations sur le programme qui a été retenu, qui consiste à la réalisation d'environ 20 km de voirie pour un montant de 10 milliards. Donc ces voiries vont être accompagnées d'éclairage public, d'assainissement et des aménagements paysagers. Et il y aura en plus des mesures d'accompagnement qui vont consister à des formations, à des réhabilitations d'infrastructures socio-économiques de base dans la commune de Kermassar. Également, à la suite de la réalisation du programme, il est prévu que l'entretien des ouvrages qui seront réalisés soit pris en charge par la commune. Donc il y a une convention qui va lier la Géroute et la mairie de Kermassar. Avec des budgets limités, les collectivités locales ont souvent des besoins qu'elles ne peuvent pas satisfaire. L'État, à travers Promoville, veut les accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, Promoville s'inscrit dans une démarche d'inclusion que le président de la République a voulu pour avoir lancé le plan Sénégal émergent qui postule l'émergence des territoires au niveau de tout le pays, pour avoir lancé également l'acte 3 de la décentralisation qui confère plus de responsabilités aux collectivités locales dans la prise en charge de leur destin au service des populations, mais tirant aussi les enseignements de la faiblesse des ressources des collectivités locales et en attendant la correction de cette insuffisance, le président de la République a pensé à mettre en place ce programme de modernisation des villes du Sénégal pour aider les collectivités locales sur cette première phase, environ une quinzaine de collectivités locales, à se doter d'infrastructures modernes. Il y a la voirie, il y a des aménagements urbains qui sont prévus, il y a l'éclairage public, mais il y a également, surtout, des réseaux de drainage qui sont prévus pour lutter un peu contre les inondations. Aujourd'hui, les populations se sont exprimées à l'occasion de cette rencontre et posé toutes les questions à propos des futurs travaux qui vont démarrer incessamment. Je le disais en titre, la journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée aujourd'hui, 25 avril. Ziguinchor n'a pas été en reste et c'est ADN qui a accueilli la cérémonie. Dans cette localité, des résultats probants sont obtenus grâce aux campagnes de sensibilisation menées par les acteurs de la santé. Des appels ont été lancés pour continuer la lutte contre cette maladie. C'est un reportage de Abdoulaziz Ban. Le lycée d'Adayan a servi de cadre pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme devant élèves, professeurs, parents et acteurs de santé. Cette célébration est l'occasion de rappeler les objectifs de cette journée, mais également de revenir sur les résultats obtenus. Renforcer le plaidoyer et la mobilisation sociale autour des stratégies de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le paludisme est une opportunité pour inviter les partenaires locaux et internationaux à intensifier leurs efforts et leurs investissements. L'extension de la couverture sanitaire, le renforcement en infrastructures et équipements, l'accessibilité financière aux soins, notamment la prise en charge gratuite des cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et le renforcement de capacités des formations sanitaires. Les résultats probants enregistrés dans ce domaine nous ont permis de dire qu'il est tout à fait possible d'aller vers l'élimination du palu.
Pour cette année, le thème choisi est en finir pour de bon avec le paludisme. Ainsi, chacun est interpellé pour jouer sa partition dans la lutte contre la maladie. L'accent doit être mis dans la prévention. Prendre ces élèves, ces enfants comme relais et peut-être demander à ces enfants d'exiger l'utilisation de la moustiquaire à l'intérieur des maisons. Dormir toutes les nuits, tous les jours, toute l'année sous moustiquaire imprégné et c'est très important. Au-delà de la prévention, la sensibilisation est aussi très importante. Aujourd'hui, c'est à travers un cours en plein air destiné aux élèves, mais également des sketchs et des chants pour en finir pour de bon avec le paludisme. Abdoulaziz Ben, dans la lutte contre le paludisme, les relais communautaires jouent un rôle important à Kaolack, notamment où les acteurs vont dans les maisons pour sensibiliser les populations et faire un suivi rapproché dans la zone. La lutte a donné des résultats. La maladie fait moins de victimes grâce à l'utilisation des moustiquaires imprégnés. C'est un reportage de Claire Diop. Fatou ne se sent pas bien depuis quelques jours, raison pour laquelle elle a fait le déplacement à l'hôpital. Après consultation du spécialiste, le diagnostic est clair. Son test paludisme s'est avéré positif. Je suis malade et ce matin, je suis venue voir le médecin à l'hôpital. Toute la nuit, j'avais une forte température. J'ai aussi vomi. Vraiment, cela m'a fatiguée. Fatou a reçu des médicaments et une moustiquaire imprégnée sans bourse déliée, mais aussi des conseils utiles pour une meilleure prévention. Ils m'ont donné des médicaments gratuitement et une moustiquaire. Moi, je n'aime pas les moustiquaires parce qu'il fait chaud à l'intérieur. Mais aujourd'hui, je connais l'importance de dormir sous moustiquaire. Je vais en chercher pour toute ma famille. Ainsi, nous serons tous protégés efficacement contre le paludisme. Pour mieux connaître l'utilité de dormir sous moustiquaire imprégné, les relais communautaires font des VAD, visites à domicile. Objectif, mieux sensibiliser les populations sur le mode d'usage et d'entretien des moustiquaires imprégnés. Mais aussi faire un suivi rapproché sur la santé de la famille. Edwige, un des acteurs trouvés sur le terrain en pleine séance de travail. Pour une lutte efficace contre le paludisme, on voudrait que toutes les populations dorment sous moustiquaires imprégnés. Nous sommes des relais et chacun a sa zone. Et ce n'est pas difficile parce que nous connaissons presque tout le monde. Exceptionnellement, nous avons des cas de refus. Et les résultats sont là, le paludisme recule bien. Nous allons voir les familles pour leur conseiller d'aller voir un médecin en cas de besoin. Il faut aller tôt vers les structures de santé pour se faire diagnostiquer. Dans la lutte contre le paludisme, l'État a enregistré des résultats sans commune mesure. Le taux de morbidité a chuté de façon drastique. Plus de 8 millions de moustiquaires imprégnés ont été distribués gratuitement dans tout le pays en 2016. Aujourd'hui, même si de bons résultats ont été enregistrés, la vigilance est de rigueur, le combat en finir pour de bon avec le paludisme. Lutte contre le paludisme toujours. Les élèves s'impliquent à l'école Demba Ndoye de Yoff. Ils ont donné une leçon de vie qui rappelle les principes élémentaires de prévention. C'est un reportage de Hamidou Diop. Dans la lutte contre le paludisme, la sensibilisation des enfants est l'arme numéro 1. Pour une population qui va en finir pour de bon avec cette maladie, il faut associer tout le monde. On s'est dit que les élèves habitent avec leurs sœurs, habitent avec leurs frères, habitent avec leurs parents et les élèves peuvent véhiculer. Ce qui est sûr, après cette leçon de vie, les élèves vont parler avec leurs camarades qui sont dans l'établissement, mais aussi vont sensibiliser leurs sœurs, leurs frères et leurs parents par rapport au paludisme. Partout au Sénégal, l'objectif d'élimination d'ici 2030 est en ligne de mire. Cette journée célébrée partout est l'occasion de rappeler l'importance de l'utilisation de la moustiquaire. En ce moment, tous les enseignants sont en train de faire la leçon avec les élèves pour les sensibiliser sur les causes
de la maladie, sur les manifestations, sur le traitement, mais surtout en insistant, parce qu'on leur a donné instruction d'insister davantage sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Vraiment, le ministère de la Santé a bien fait de passer par les écoles, parce que les élèves, c'est les vrais messagers. Ils vivent avec les parents, les frères, avec la famille. Et vraiment, ils transmettent les messages. Cette leçon de vie montre que les enfants ont bien compris le message. L'attente des autorités est qu'ils soient des relais efficaces dans la prévention. Voilà pour le chapitre consacré à la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée aujourd'hui, donc 25 avril. Comment améliorer la qualité des productions audiovisuelles? C'est à cette question que la session de formation à l'intention des acteurs des médias tente de répondre. Initiée par le CNRA, la rencontre vise surtout à améliorer les contenus des séries télé. Les concertations entre les professionnels et l'organe de régulation a permis de dégager quelques recommandations. Fatou Diouf nous en dit plus. Depuis 2015, on a noté une floraison de sketchs diffusés en période de Ramadan. Non seulement la qualité de ces productions laisse à désirer, mais les valeurs sacrées de la société sénégalaise sont souvent bafouées. Les acteurs eux-mêmes reconnaissent ces manquements. Il y a des manquements sur le plan contenu, il y a des manquements sur le plan artistique, comment se comporter un artiste comédien. Il y a un manquement sur le plan réalisation et technique artistique aussi, direction artistique. L'heure est donc à la normalisation de ces contenus télévisuels. Pour ce faire, le CNRA offre un cadre de formation pour les réalisateurs, producteurs, directeurs de programmes et autres comédiens. Des experts en audiovisuel vont partager avec eux les outils nécessaires afin d'améliorer la qualité des productions. C'est l'idée de partage pour arriver à de meilleurs résultats. Et là, les gens ont voulu s'appesantir sur les contenus aussi, la qualité des contenus. Parce qu'on a relevé beaucoup de choses. Par exemple, un dogou où quelqu'un met le pied dans la nourriture. C'est choquant. Quelqu'un exhibe, mettons, les dessous qu'il a rapportés pour ses parents. C'est choquant, c'est pas dans notre culture. Donc des éléments comme ça qui sont objectifs, qui ne sont pas créés par le CNRA, mais qui ont été vus à la télévision. Et la télévision, enfin les médias ont un rôle aussi éducatif. Même si la population aime ça, il faut les aiguiller peu à peu vers la qualité. J'attends beaucoup de choses de ces rencontres parce que être dans un séminaire où il y a les Mamadou Bal, il y a les Kharfal, il y a les Tafa Diop, pour moi c'est une chance. Donc ça va nous permettre de comprendre exactement les réalités et d'améliorer notre travail. C'est à cause de ça que cette année, je n'ai pas pu réaliser mon film sur le Ramadan. Au-delà de la formation des professionnels, il est aussi important de promouvoir la création de postes de directeurs artistiques et de comités de visionnage au sein des télévisions. Il est heureux aujourd'hui de voir et de savoir plutôt que le CNRA n'est pas seulement l'ange gardien de l'éthique de ses contenus, mais le CNRA est en train de mettre la main à la pâte pour aider à faire avancer ces contenus dans leur qualité, mais aussi dans leurs objectifs. Parce qu'un contenu audiovisuel n'est jamais neutre. Un contenu audiovisuel doit servir à quelque chose. C'est donc parti pour 2 jours de dialogue avec les télévisions et sociétés privées de production. Il s'agit de les inciter à prendre en compte certaines dimensions dans la création et la production des contenus télévisuels. Place à la rubrique au cœur de nos cultures. Ce soir, on s'arrête sur les mythes et croyances qui entourent le nouveau-né au Sénégal. Nombreux sont les conseils qui sont prodigués à toute nouvelle maman en vue de préserver son bébé. Ndeye Dedia a rencontré 2 vieilles dames qui gardent jalousement quelques secrets de ces rituels. Reportage. Un couteau, des brins de balai et éventuellement une amulette pour protéger le nouveau-né, une croyance traditionnelle ancrée à laquelle les grands-mères s'évertuent de trouver un justificatif. Enceinte, on te confectionne une amulette contre le mauvais œil. Après la délivrance, cette amulette est mise en dessous du bébé avec un couteau, des brins d'allumettes et des feuilles appelées poftan en wolof pour protéger le bébé au cas où on veut sortir.
Nos grands-mères nous disaient que le bébé pleurait la nuit pour se protéger et il a besoin d'être dans les bras de sa mère pour être rassuré. C'est dire donc que beaucoup